Bonjour à tous, j'espère déjà que vous êtes bien installés. Merci d'être aussi nombreux. Je m'appelle Florence Stagère, je travaille pour le groupe SNCF et je dirige la Fab Design. La Fab Design, c'est un petit peu l'agence digitale interne du groupe. C'est une trentaine de collaborateurs, des profils designers, UX designers, UI designers, des chefs de projet, des product owners, des web analystes, également des développeurs. Donc un panel assez représentatif finalement des différents profils qui peuvent intervenir au cours de la conception d'un projet digital. Alors, ça fait maintenant 4 ans que je dirige la Fab Design au sein de la direction digitale et notre mission, c'est de contribuer à la transformation numérique du groupe. On a lancé un premier programme de design éthique, on a initié le programme de design éthique il y a maintenant 1 an. Et donc, pour répondre à la question si nous passions à l'action, et j'espère qu'on va tous y passer à la fin de la séance, je vais déjà vous présenter un premier exemple qui a été un petit peu le projet initiateur, l'élément déclencheur de la démarche. Ce premier exemple, vous le connaissez peut-être, c'est le site sncf.com. Donc, c'est notre site corporate, mais c'est aussi un site serviciel, puisque c'est sur le site sncf.com que vous retrouvez toutes les informations d'itinéraires, d'horaires, également tout le SAV et la réclamation, par exemple. Et sncf.com, c'est 5 millions de visiteurs par mois. Donc l'idée, c'était de travailler sur un site qui soit quand même assez représentatif et profiter de la refonte du site sncf.com il y a maintenant un peu plus de 2 ans, profiter de cette refonte pour se mettre au bon niveau en termes d'accessibilité numérique et d'atteindre le niveau RG2A et plus précisément d'obtenir le label AccessiWeb niveau argent. Alors, je ne vais pas vous refaire un détail technique de cette partie-là, mais plutôt vous raconter comment on a infusé dans l'équipe toutes ces compétences en termes d'accessibilité numérique. Déjà, le premier résultat, c'est qu'en février dernier, nous avons donc obtenu ce label AccessiWeb niveau argent. Donc, c'était évidemment une grande fierté pour les équipes. Mais surtout, l'idée, c'était de se dire que ce n'était pas uniquement la direction d'accessibilité ou pas uniquement des experts externes qui nous ont aidés au départ, mais aujourd'hui, c'était vraiment l'affaire de toute l'équipe projet et surtout de la prise en compte de l'accessibilité numérique. C'est devenu vraiment un réflexe dans le quotidien des collaborateurs. Alors non seulement c'est devenu un réflexe, mais surtout, après l'obtention du label, les designers, les développeurs, les chefs de projet ont voulu aller plus loin dans cette démarche d'accessibilité numérique, plus loin en intégrant l'approche de la dimension aussi dyslexie, qui n'était pas exigée par le label, plus loin aussi en commençant à rédiger spontanément aussi des guidelines pour pouvoir diviser nos bonnes pratiques dans l'ensemble du groupe. Et là, du coup, en tant que manager, je me dis que c'est bon, l'équipe commençait à être mûre aussi pour travailler sur la problématique de design éthique. Donc, c'était aussi de se dire, est-ce qu'on peut aller plus loin et à quel moment on a l'énergie pour pouvoir aller plus loin dans la démarche de design éthique. Alors, c'est sûr qu'en tant qu'SNCF, et en tant qu'entreprise publique, le design éthique est un sujet qui est plus facile certainement à aborder que dans certaines entreprises. Effectivement, je pense que les collaborateurs ont assez naturellement un sens du service public et cette notion de l'éthique ancrée dans leur quotidien. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que SNCF, c'est aussi 250 000 collaborateurs. Donc, même s'il y a une motivation assez bien partagée, il faut aussi pouvoir embarquer 250 000 collaborateurs. Et l'autre point, et du coup c'est aussi grâce à vous, c'est qu'en tant qu'entreprise publique, nos clients ont un niveau d'exigence aussi plus élevé. Et donc au-delà de se dire que finalement on a de bonnes intentions sur le design éthique, il y a aussi des critères à définir et des exigences suffisamment élevées aussi pour pouvoir mobiliser et répondre aussi aux attentes des clients. Donc,
Le chantier de design éthique, on a commencé à le lancer il y a 1 an, mais vous allez le voir, et ce que je vais vous partager là, c'est des exemples de ce qu'on a commencé à mettre en place. Vous allez le voir, on est juste encore au démarrage, et il y a aussi tout un sujet sur tous les standards aussi à écrire, à construire, et c'est aussi l'idée de le partager dans des instances comme aujourd'hui, pour commencer à réfléchir ensemble sur quels pourraient être ces critères, quelles pourraient être ces actions qu'on peut mettre en place pour déployer un design éthique. Alors, la première étape, déjà, c'est de se demander ce qu'est le design éthique, ou tout au moins se mettre d'accord, en tout cas au niveau des SNCF ou au niveau de l'équipe Fab Design, ça a été de redéfinir le design éthique. Alors, le design éthique, on l'a construit du coup avec les différents profils, je disais tout à l'heure, à la fois les web analystes, à la fois les designers, les développeurs. Et finalement, évidemment, un design éthique, ça va être un bon design, un design centré utilisateur, mais c'est aussi un design qui va être plus centré sur l'environnement de l'utilisateur. Et notre définition du design éthique, on a eu besoin de la mettre sur 3 dimensions. La première dimension, c'est que le design éthique, c'est un design qui est encore plus respectueux des utilisateurs. La deuxième dimension, c'est la dimension de frugalité. Un design éthique va être plus frugal parce qu'il va se recentrer sur les fonctionnalités essentielles et donc il va être plus respectueux aussi de l'environnement, de la consommation d'énergie par exemple. Et enfin, un design éthique, c'est un design plus inclusif. Je vous ai parlé d'accessibilité numérique. L'idée, c'est aussi d'être plus inclusif dans toutes les situations, dans tous les cas extrêmes. En particulier, à la Fab Design, on travaille sur des applications pour les collaborateurs SNCF. On va se rendre compte que pour les personnes qui vont travailler la nuit, par exemple, il faut aussi adapter nos interfaces. Donc, c'est comment est-ce que ce design est plus design éthique, à la fois plus respectueux des individus, plus respectueux et plus frugal, et enfin, plus inclusif. Alors, je vais vous donner des petits exemples sur chacun. Je fais juste une petite pause. Alors, tout d'abord, sur le respect des individus. Ça peut paraître une évidence, peut-être quand on parle de design. Ce qui est important, c'était surtout de se dire comment est-ce qu'on travaille sur un design moins intrusif, un design moins manipulateur. C'est aussi redonner du poids aux designers quand il va y avoir des approches, des questions peut-être un peu trop, un biais peut-être un peu trop business dans les choix qui vont être faits pour les produits digitaux. Je m'explique. On a un premier exemple très concret sur tout ce qui est notification aux mises à jour imposées. On a remarqué que dès qu'on imposait des mises à jour, ou dès qu'on commençait à faire un petit peu trop de notifications, de push peut-être un peu commerciales dans nos applications, la note sur les stores chutait quasiment instantanément. Donc c'est aussi en étudiant les retours utilisateurs qu'on se rend compte que certes, faire un push, une notification, ça peut avoir un bénéfice, ça a certainement un bénéfice très court terme sur le business, mais il faut vérifier aussi que dans le temps, on n'érode pas la confiance qu'on peut avoir entre la marque et l'utilisateur, et on n'érode pas aussi la note globale de satisfaction. Une étude sur les mobilités montre que les utilisateurs tolèrent sans problème 3 notifications moyennes par jour, 3 notifications évidemment toute application confondue, et qu'à partir de 8, son seuil de tolérance est au maximum et on risque aussi de créer une rupture. Donc ça aussi, quand on voit la vitesse à laquelle on charge, on installe et désinstalle surtout les applications, il faut être assez vigilant de ne pas arriver au point de rupture. Donc dans l'approche de design éthique, c'est se dire est-ce qu'on est suffisamment respectueux de l'utilisateur et est-ce qu'on ne va pas trop loin dans tout ce qui est push et notification. Deuxième concept aussi qu'il y a derrière le respect des individus, c'est tout ce qui est manipulation, biais de l'attention. Typiquement, chez SNCF, on s'interdit de faire des scrolls infinis qui pourraient faire passer un temps trop long sur nos interfaces. Là, c'est des premiers exemples assez concrets de ce qu'on pouvait mettre derrière cette définition. Le deuxième pilier du design éthique,
c'est la frugalité. Sur la frugalité, c'est déjà se dire comment est-ce qu'on crée des interfaces qui répondent déjà aux vrais premiers besoins de l'utilisateur. 70% des demandes de nouvelles fonctionnalités ne sont en fait pas jugées comme essentielles et 45% ne sont jamais utilisées. Donc dès lors qu'on va recentrer le produit sur ce dont on a réellement besoin, on va déjà commencer à être plus efficace aussi dans ce qu'on va proposer et plus apprécié aussi. Et puis, du coup, consommer moins d'énergie. Et puis, sans être... aussi, en termes business, ça va permettre aussi de développer moins et de peut-être de réinvestir sur d'autres leviers. Donc, la frugalité, c'est déjà se recentrer sur les fonctionnalités essentielles. C'est aussi essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on consomme peut-être moins de data. Par exemple, quand vous allez vous inscrire sur le site SNCF, on ne va pas vous demander tout de suite votre adresse, sauf si éventuellement vous avez besoin de recevoir une carte à domicile. Mais dans ce cas-là, on ne va pas vous demander dès le début. L'idée, c'est vraiment de demander la bonne information au bon moment dans le parcours et pas sursolliciter et pas essayer de capter le maximum de données. Et forcément, parce qu'on va optimiser nos interfaces, on va consommer moins de data, on va aussi du coup être moins consommateur derrière d'énergie. Et le troisième pilier de notre définition, donc c'est l'inclusion. Un design éthique, c'est un design qui va répondre aux problématiques d'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, c'est 10 millions de personnes en France, 10 millions de personnes en situation de handicap. Et ce nombre va être croissant avec notamment le vieillissement de la population, puisque notamment du fait des tremblements ou de moins bien voir sur les écrans, il va falloir aussi pouvoir traiter ces cas-là. Donc ça, c'est pour plus le contexte accessibilité numérique, mais l'inclusion, c'est aussi, je l'évoquais tout à l'heure, tous les contextes de cas les plus extrêmes. Les agents qui vont se retrouver à travailler la nuit, par exemple, qui ne doivent pas avoir trop de luminosité sur l'interface pour ne pas être trop sursollicités aussi. Ou un autre cas, c'est les agents, mais aussi les utilisateurs qui vont se retrouver, par exemple, dans des zones où la connectivité 3G, 4G va mal passer. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on pense aussi nos interfaces pour ces contextes, comment est-ce qu'on arrive à travailler en mode dégradé quand on n'a pas de connectivité, par exemple. Donc c'est important de redéfinir. J'ai pris le temps et après je suis passée aux actions plus concrètes, mais parce qu'on a eu besoin aussi dans l'équipe de redéfinir et de s'accorder sur ce qu'était notre design éthique, un design plus respectueux de l'utilisateur et de son environnement. Et finalement, on est revenu aux essentiels du design et d'un bon design, mais c'était nécessaire aujourd'hui de pouvoir se reposer cette définition. Et à partir de cette définition et des premières expérimentations qu'on a pu faire, on a dressé 4 convictions. Nos 4 convictions pour déployer un design éthique sont les suivantes. La première, c'est que le rôle du designer est clé. Ça paraît tout bête, mais c'est important de le rappeler aussi. Et surtout, le rôle du designer, ça va être d'être garant aussi de l'éthique et d'aider à faire avancer aussi la réflexion sur le design éthique, sur cette approche un peu plus stratégique et pas uniquement le recentrer, réduire le rôle du designer à de la production de wireframe, si je caricature un petit peu la situation. La deuxième conviction, c'est que nous sommes tous légitimes, et ça j'ai pu le voir aussi dans l'équipe, c'est que tous les profils qui interviennent sur un projet digital sont à la fois légitimes, impliqués et sont compétents. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. La troisième conviction, c'est que si vous voulez avancer dans cette démarche de programme éthique, c'est indispensable d'avoir un projet phare, un projet clé qui va vous permettre aussi à la fois de vous expérimenter, mais aussi d'avoir aussi une histoire à raconter et à partager pour montrer que oui, c'est possible de mettre en place la démarche. Et enfin, comme tout bon programme qui se respecte, c'est clé d'avoir des actions mesurables et de pouvoir mettre en place un certain nombre d'indicateurs.
Alors, première conviction, le rôle du designer est clé. Je vous ai laissé le temps de dire comme ça. 70% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont pas jugées en fait comme essentielles et 45% ne sont jamais utilisées. Donc c'est clé de pouvoir laisser le temps aux designers d'intervenir correctement dans la phase de conception. Bon, je suis sûre que tous les designers sont convaincus, enfin j'espère, mais sinon vous viendrez me voir après. Mais je pense que la phase de conception est vraiment clé dans la réalisation du projet et c'est pas toujours évident aussi de prendre le bon temps pour la réaliser. Ce qu'on a voulu faire au départ pour essayer de commencer à apporter cette démarche-là dans les projets, c'était de dire quelles sont les questions à se poser pour apporter une démarche éthique et comment est-ce qu'on les intègre dans tous nos templates UX existants. Donc comment est-ce que quand on dresse un persona, on se pose bien les questions du design éthique, comment est-ce qu'on les adresse aussi dans la Customer Journey Map, dans l'expérience map, etc. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait plein de bonnes intentions, mais que finalement, comme d'habitude, on est pris par le temps, par la réalité, les réflexes du quotidien reprennent le dessus. Et donc finalement, on n'arrivait pas à véritablement sanctuariser des moments pour aborder la question du design éthique. Donc ce qu'on a travaillé finalement il y a quelques semaines, c'est l'élaboration d'un nouveau canevas s'affiche, qui n'est pas très lisible a priori, de loin, mais je pourrais vous l'envoyer aussi, parce que l'idée c'est que ce soit aussi du matériel qu'on puisse partager et enrichir. Ce canevas, c'est un canevas qui reprend les 3 piliers de notre définition, respect du utilisateur, inclusion et frugalité, qu'on va regarder dans un axe UX, expérience utilisateur, et sur un axe aussi technologique. L'idée, c'était vraiment d'incarner finalement ce design éthique et de prendre le temps dans la phase de conception de le renseigner. Alors prendre le temps en restant raisonnable, comme je vous disais tout à l'heure, en général on n'a jamais le temps, mais au moins d'y consacrer 1 heure. Donc ça c'est un peu notre défi. Là, pour l'instant on a expérimenté sur 3 projets, ça marche. Et prendre 1 heure pour remplir ce canevas, à la fois avec le designer évidemment, mais aussi avec toute l'équipe projet. Donc ça nous donne un double bénéfice. Déjà, ça permet de revaloriser aussi le rôle du designer et ça l'aide aussi à incarner la posture de design éthique. Et le deuxième bénéfice, c'est que ça permet d'avoir toute l'équipe projet aussi autour de la table et de leur faire prendre conscience des questions que l'on peut avoir autour du design éthique. Alors, quelques questions, c'est est-ce que, déjà, je parlais de notifications tout à l'heure, combien de notifications sont prévues, ou est-ce qu'il y a des notifications qui sont prévues, à quel moment est-ce qu'elles sont dans le parcours, est-ce qu'on a prévu de la personnalisation, et du coup, jusqu'où on va. Évidemment, il y a toutes les questions de data privacy, d'RGPD, mais c'est bien aussi de le remettre dès le début du projet. Sur la partie inclusion, il y a la question d'est-ce que l'accessibilité numérique a été prise en compte, mais également, est-ce qu'on a pensé aux cas les plus extrêmes, s'il n'y a pas de connectivité, par exemple, comment va se comporter l'application. Sur la frugalité, on va aussi aborder les questions autour de l'éco-conception pour les développeurs. Donc, l'objectif, c'est pas de répondre, de mettre en place toutes les actions, mais c'est déjà un premier objectif de prise de conscience des questions à se poser et de pédagogie auprès de l'équipe pour que finalement, on commence à semer des graines pour toute la continuité du projet également. Et ça permet aussi de faire prendre conscience à l'équipe projet que tout le monde doit se poser un certain nombre de questions, puisqu'on voit que ce soit côté éco-conception, ça va plutôt être des questions pour les développeurs. Sur la data privacy, ça va être aussi des questions pour les web analystes. Puis sur est-ce qu'on se restreint sur les fonctionnalités essentielles, ça va être peut-être plus pour le product owner dans son approche de MJP, et ainsi de suite. Ce qui m'emmène à ma deuxième conviction, c'est que nous sommes tous légitimes, vous êtes tous légitimes, et vous êtes tous impliqués et vous êtes tous compétents aussi pour contribuer à la démarche de design éthique.
Alors pour embarquer l'équipe sur le projet du design éthique, il y a un an, et puis c'était aussi pour tester l'appétence de l'équipe sur le projet, il y a un an j'ai réuni, on a fait une réunion trimestrielle, on partage nos différents projets, jusque-là assez classiques. Et puis en fin de séance, on a profité pour regarder le documentaire Ethics for Design de Gauthier Roussy, qui d'ailleurs fait une conférence demain à 11h30, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est demain. Alors, ce documentaire est accessible sur le web. Et l'idée, c'est de regarder ensemble cette question de l'éthique pour le design. Et puis, on a commencé à se poser un certain nombre de questions. Ça m'a permis déjà de prendre la température sur l'envie ou pas de l'équipe pour aller sur le sujet. C'était assez intéressant de voir que finalement tout le monde, quasiment, avait un certain nombre de questions, pas forcément liées directement au design éthique dans le digital pour les projets SNCF, évidemment, mais même à titre personnel, commençait à se poser un certain nombre de questions. Et donc là aussi, c'était un indicateur assez positif pour dire structurons notre démarche. Et donc en début d'année, j'ai dit à chacun, lors de ses objectifs, proposez-moi un objectif, travaillons sur un objectif sur le design éthique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est aussi ce petit levier de management qu'on arrive aussi à mobiliser les gens pour ne pas être complètement dans le quotidien. Donc, en gros, mes collaborateurs ont à peu près tous eu la même réaction en me disant c'est super Florence, merci, mais tu dois te tromper, moi je ne suis pas designer, je ne suis pas expert en éthique, je ne suis pas expert en accessibilité numérique. Oui, j'ai envie, mais je ne suis pas légitime, je ne suis pas compétent. Et donc là, c'est tout un travail aussi pour dire si, je pense que si, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et donc là, quelque chose qu'on peut tous faire aussi, c'est rassembler l'équipe, faire une petite session de brainstorming. Nous, on a fait, au bout d'1h30, on avait plus de 70 idées, plus ou moins réalistes, plus ou moins possibles à court terme. Mais l'idée, c'était de se dire, oui, derrière cette notion de design éthique, on peut mettre des choses assez concrètes. Forcément, quand on a une discussion comme ça, tout le monde est partant pour discuter de design éthique, tout le monde a un avis, plus ou moins, l'exprime plus ou moins. Mais le sujet commence vraiment quand il faut passer à l'action. Et donc là, l'idée, c'était de ce passage à l'action et c'était de se lister au travers des 70 idées qu'on avait pu élaborer sur ce premier atelier, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi au fur et à mesure de nos projets. Donc une des premières idées, c'est le canevas. Du coup, c'était d'intégrer la question du design éthique dans les canevas existants, donc faire évoluer nos outils existants. Un deuxième exemple de projet qu'on a mis concrètement en application, c'était de faire évoluer notre bootstrap et notre design system, donc tous les outils qu'on utilise pour construire nos interfaces, et de les faire évoluer pour prendre en compte le mode sombre, le dark mode. Donc c'est un travail qui a été réalisé par à la fois les designers et les développeurs. Ce qui était intéressant aussi, c'était l'échange qu'il y a pu y avoir entre le designer et le développeur aussi. On avait déjà un bootstrap classique qui apprenait notre charte. Et du coup, le passage en mode sombre, ça nous a pris en gros 3-4 jours de designer, UX, UI designer, et un peu moins de 10 jours de développement. Donc finalement, si vous avez déjà la matière, de faire évoluer des choses que vous avez déjà, c'est pas si coûteux. En tout cas, ça peut passer aussi dans le quotidien, en tout cas dans les charges, ça reste raisonnable. Ce qui est important aussi, c'est que grâce à cet outil, on touche par exemple tous les développeurs en interne, et on l'a mis par défaut sur le mode sombre. Ça a l'air de rien. Et l'idée, c'est pas de leur dire toutes nos interfaces doivent être en mode sombre, mais ça permet juste de surprendre aussi au moment où le développeur va arriver sur l'interface et se dire ah oui tiens, il y a le mode sombre, il doit bien y avoir une raison, à quoi ça correspond, et du coup c'est de la même façon, ça permet de semer des graines sur le sujet du design éthique. Donc en faisant évoluer nos outils et en mettant ces petits éléments-là aussi à travers nos projets, ça permet de capter l'attention et de faire connaître le design éthique. Troisième conviction, c'est qu'il faut un projet qui agrège aussi l'ensemble de cette démarche. SNCF.com, ça a été un premier projet
pour parler d'accessibilité numérique et montrer que c'était possible pour un site de 5 millions de visiteurs assez complexe, que c'était possible d'obtenir le label Accessible niveau argent. L'idée là, c'est de passer sur d'autres projets aussi. Et là-dessus, on travaille sur le site digitalsncf.com, sur lequel on a 100% la main. On a aussi les développeurs pour vraiment mettre en place tout ce qu'on a pu voir et toutes nos bonnes pratiques et tous les indicateurs qu'on est en train de construire. Donc, c'est à la fois optimiser le poids des pages. Ça va être à la fois faire évoluer, se poser la question sur tout ce qu'on va mettre, par exemple, sur le plan de tracking, sur qu'est-ce qui est vraiment utile ou pas. Parce que forcément, au début d'un projet, on est assez tenté pour se dire je vais traquer chaque élément de la page. Bon, finalement, si au bout d'un an, on n'en fait pas grand-chose, on peut se poser la question. Ou une fois qu'on a fait une analyse one-shot et qu'on a amélioré, est-ce qu'on a encore besoin de conserver ces données-là? Donc voilà, c'est d'appliquer cette approche de frugalité sur un projet. Et on a choisi aussi ce site-là, et je pense que c'est important de pouvoir choisir un site ou un projet sur lequel vous avez la main, pouvoir implémenter aussi, pour que ce ne soit pas juste un acte en amont sur la phase de conception, mais vous pouvez aussi améliorer, avoir la main pour mettre en place des actions d'amélioration au fur et à mesure de votre réflexion. Quatrième conviction, c'est qu'il faut pouvoir mesurer les actions. Ça vient au fait d'avoir un projet phare sur lequel on va pouvoir implémenter les actions. Et là, en fait, on était un peu dans l'obscurité, puisqu'il n'existe pas de standard sur le design éthique. On avait des indicateurs un petit peu dans tous les sens, et on s'est dit, travaillons quelque chose pour représenter notre définition multidimensionnelle de notre design éthique, sans construire une usine à gaz. Donc s'il faut plus de 10 indicateurs mesurés, c'est foutu, on ne le fera jamais. Et finalement, on s'est accordé sur 5 indicateurs, que voici. 5 indicateurs, et en fait, en vrai, on n'a rien inventé. On va dire la seule chose qu'on a inventée, c'est de les mettre tous sur une slide, et c'est la représentation. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on agrège des choses qui existent aujourd'hui pour pouvoir mesurer notre dimension éthique. Ces 5 indicateurs, c'est les suivants. Le premier, c'est un indicateur qui va refléter l'inclusion ou l'accessibilité numérique. Et du coup, sur la grille de critères d'RG2A, se poser la question sur le projet, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a pris en compte déjà la question de l'accessibilité, déjà niveau 0? Est-ce qu'on met en place les standards RG2A ou est-ce qu'éventuellement on va au-delà? Deuxième axe, c'est la privacy. Donc là, évidemment, tout le monde respecte le sujet de la RGPD, mais on peut se dire qu'on peut aller aussi plus loin dans cette approche-là, voire utiliser aussi des cas les plus extrêmes où on n'aurait pas de récolte de data ou uniquement sur des choses complètement anonymisées. Troisième axe qui est la mesure de l'efficience. Donc là, on s'appuie sur le Customer Effort Score, qui est un critère qui existe en ergonomie depuis longtemps. Quatrième axe qui est la satisfaction client. Donc là, on a pris le NPS score de façon très classique, mais après, l'idée, c'est de prendre aussi ce que vous avez déjà en place dans vos entreprises. Et enfin, le dernier axe, c'est l'axe d'éco-conception, où là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui existent et à nouveau on voulait pas monter une usine à gaz. Donc pour l'instant on teste 2 indicateurs très simples à mesurer qui sont le poids des pages et le nombre de requêtes par page, parce qu'il y a des outils en ligne comme Ecoindex qui permettent de facilement mesurer et évaluer vos pages. Et puis, on va voir si on peut aller plus loin aussi dans l'implémentation des KPI. Donc aujourd'hui, là où on en est, c'est qu'on est en train de tester ce mapping sur les premiers projets. L'objectif, c'est qu'il y en ait entre 5 et 10 projets qui puissent le tester d'ici fin d'année pour pouvoir bien ajuster, déjà vérifier que c'est facilement facile à mettre en place, évaluer quelle est la bonne échelle sur chacun des axes, et puis pouvoir aller aussi plus loin pour automatiser, systématiser, et puis surtout améliorer les projets dans leur prochaine version et se fixer des objectifs sur 2020. Donc
voilà des exemples d'actions qu'on met en place. Je pense que vous l'avez compris, dans l'état d'esprit, c'est de se dire le design éthique, on va dire à peu près tout le monde est d'accord pour en faire. Ce qui est compliqué, c'est le passage à l'action. C'est là que le sujet commence vraiment. Et je pense qu'en tant que, en tout cas en tant que Fab Design, pour le contexte SNCF ou de designer ou d'équipe digitale, notre mission, c'est vraiment de faciliter le passage à l'action. C'est-à-dire outiller les métiers, parce qu'on va faire un canevas, parce qu'on va mettre en place des indicateurs, parce que on fait évoluer notre charte aussi pour qu'elle puisse prendre en compte les critères d'accessibilité. On va permettre de faciliter l'accès à ce concept de design éthique, et puis finalement vraiment mettre dans le quotidien de nos utilisateurs, ou nos clients, ou nos projets, des outils pour concrètement travailler sur le design éthique. C'est un peu la boîte à outils qu'on est en train de mettre en place, qui se construit. On a donc nos premiers canevas, mais c'était pas du tout notre première version. Les indicateurs, là, on est à peu près confiant, mais bon, on verra ça l'année prochaine ou dans quelques mois aussi. Mais l'idée, c'est de continuer à construire et surtout d'échanger sur ce concept, d'être dans une approche assez transparente aussi pour pouvoir s'enrichir et finalement construire à plusieurs aussi ce qui serait les standards du design éthique. Et donc, je vous laisse la parole pour vous raconter aussi, et surtout pour enrichir cette démarche. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il faut un micro? Ouais. Bonjour, vous avez un label, vous répondez au label AccessiWeb. Est-ce que dans le design éthique, il y a un label ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va dire vous êtes bien dans une démarche de design éthique? Non, pour l'instant, il n'y a pas de label, justement. Je pense que c'est ça aussi où c'est important de débattre pour essayer. On ne va pas attendre que les lois se fassent pour lancer la démarche, sinon on a dans 5 ans. Ce qui existe, c'est les labels en termes d'éco-conception, mais pas sur cette approche de dimension éthique. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Oui, non, c'était sur, pour certains projets, vous avez dit que vous avez vraiment la responsabilité du site, par exemple SNCF.com. Dans d'autres cas, j'imagine que vous bossez avec plein d'autres gens. SNCF, c'est gros. Comment vous faites pour prendre la responsabilité de quelque chose, si vous êtes co-responsable ou pas totalement responsable? Et comment vous faites pour, on va dire, évangéliser, convaincre les gens quand vous n'avez pas forcément les mêmes intérêts ou les mêmes enjeux? Grosse question. Oui, une question qui, même plus globalement sur le sujet de la transformation digitale. Effectivement, on accompagne une 40aine de projets par an. Après, pour SNCF, il y a 400 applications et sites, principalement pour les collaborateurs, je vous rassure, parce qu'il y a des métiers très différents. Donc effectivement, on a encore du travail pour quelques temps. Et l'idée, c'est on reste convaincu que parce qu'on construit des socles pour ces projets, parce que c'est pour ça aussi qu'on a fait le bootstrap par exemple, c'est ce qui permet aussi de capter les projets et d'être, au-delà d'être prescripteur, de s'assurer que les choses vont être bien mises en place. Il y a effectivement certains projets, on va dire, je calcule de tête, mais 15% des projets sur lesquels on a complètement la main. Et pour le reste, on va être sur de l'accompagnement. Après, en général, les gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont quand même envie d'écouter nos bonnes pratiques. Mais après, c'est toujours la limite de la relation. Enfin, vous l'avez dit, le groupe SNCF est très grand. Mais donc, notre mission, c'est vraiment de construire les socles pour faciliter et outiller les projets. Et le deuxième aspect, c'est toute l'évangélisation à travers l'animation de communautés d'experts, à travers de la pédagogie aussi sur niveau, pas que pour les experts, pour faire en sorte que on commence à créer les bons réflexes. Question par là? Non, je sais plus. Bonjour, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une tension entre favoriser un design éthique et plutôt favoriser du commercial et générer du business? Et comment vous gérez cette tension entre je fais du bien à l'utilisateur, je pense à lui en fait, mais je dois vendre plus de billets?
Oui, forcément, ça va être le quotidien. le quotidien. Je réfléchis en même temps si j'ai un exemple. Par exemple, sur SNCF.com, enfin, ou même globalement, on a le réflexe de toujours mettre une carte quand on parle d'un itinéraire. En vrai, on se repose plus la question de est-ce que cette carte apporte vraiment un bénéfice pour l'utilisateur. On se dit juste que s'il y a partout des cartes et Google Maps, il faut absolument mettre une carte. Quand on reprend un peu de hauteur, finalement, quand on cherche juste un trajet gare à gare, en vrai, l'apport de la carte de tracer un trait entre deux gares, ce qui va être important, c'est la durée du trajet, ça va être le prix. En revanche, c'est vrai que d'avoir une carte quand on est à bord du train, qu'on s'ennuie, qu'on a envie de regarder où on est, c'est sympa pour pouvoir voir ce qu'il y a comme point touristique autour. Quand on a besoin de savoir comment est-ce qu'on sort du train pour aller à la Cité internationale de Lyon, c'est utile aussi. Donc ça, c'est un exemple assez concret où finalement, alors c'est pas directement un enjeu business, c'est plus comment est-ce qu'on casse des croyances ou juste des réflexes où on est plus dans le cadre où on se pose des questions. Donc ça, c'est notre rôle de challenger. Après, du coup, ça reboucle avec la question. C'est sûr que ça reste le chef de projet, le product owner, l'investisseur, au final, qui aura le dernier mot. Mais c'est à nous de montrer, de mettre en place justement les KPI pour montrer, suivre typiquement quand il y a une map avec une fonctionnalité auquel on ne croyait pas, regardez dans les commentaires si ça commentaires sur les stores ou outils de feedback divers et variés pour voir si ça améliorait ou pas la note de ça. Donc essayer de mesurer très finement. Et dans vos équipes, il y a des gens qui sont entrés avec le concept de nudge. Alors dans l'équipe digitale, non. Après, il y a une équipe nudge plus globale aussi sur tout ce qui est aussi flux en gare, enfin, toutes les problématiques de mass transit. Il y a des équipes de recherche aussi sur les sujets aussi cognitifs. Bonjour, c'est juste pour avoir une clarification peut-être pour la langue française. Si le design éthique est la même chose que le design moral, je pouvais dire que si je fais un design pour la défense, que ça peut être très inclusif, que ça peut être très utile pour les gens, mais que ça peut tuer des millions de gens. Donc, quelle est la différence ou le rapport entre les deux? Alors oui, c'est vrai que j'ai défini ce que je vais présenter, c'est vrai que c'est dans le contexte SNCF. Donc du coup, on va pas être sur des problématiques aussi sensibles que vous donniez sur la défense. Enfin oui, il y a de la moralité derrière. Donc c'est pas forcément en tant que design éthique dans notre quotidien, sur les projets digitaux, on l'a pas remis dans la définition parce que c'était peut-être une évidence, mais c'est important aussi certainement de le mettre en place aussi selon le contexte. On n'a pas voulu faire une définition forcément universelle, mais en tout cas, dans notre contexte, s'accorder et mettre en place les indicateurs de mesure. Mais oui, il faut la moralité. On est d'accord, on est bien d'accord. Bonjour, donc vous avez beaucoup parlé de numérique, de design éthique appliqué au numérique. Est-ce que vous, dans votre structure, ou bien en collaboration avec d'autres structures, vous êtes amené à avoir une approche de design éthique un petit peu plus globale? Je prends l'exemple de la fermeture, de plus en plus de points de vente physiques, de la réduction des agents humains en gare. Comment est-ce que vous répondez par exemple aux problématiques d'accessibilité pour des personnes qui sont physiquement ou intellectuellement amoindries entre guillemets pour certains actes comme des achats de billets par exemple, pour prendre un exemple bien concret. Alors on a ce que je vous ai présenté à nouveau, je le recontextualise dans le contexte digital, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas tracé le sujet. Évidemment, au niveau des SNCF, alors la problématique sociale est très présente aussi, et le sujet de l'accessibilité numérique, par exemple, est traité par une équipe
l'accessibilité numérique, l'accessibilité physique de tous nos points est traitée par une équipe dédiée, et en particulier sur tout ce qui est parcours en gare. Donc ça, il y a énormément d'actions, et c'est là où on va retrouver les plus experts. On s'est appuyé d'ailleurs sur cette équipe-là pour pouvoir mettre en place nos actions. Oui, déjà, de par le fait de statut d'entreprise publique, il y a une contrainte tout à fait légitime aussi sur le fait de rendre accessible l'ensemble des points de contact, l'ensemble des points de contact avec SNCF. Alors, il y a un point du coup qu'on ne voit pas dans le Canva, mais je vous partagerai, c'est de se dire aussi, quand on travaille sur les questions qu'il y a dans le Canva design éthique, il y a des questions aussi sur quel est l'impact de mon interface sur toute la chaîne, tout le parcours global, et est-ce qu'il y a aussi des alternatives dans certains cas physiques, ou est-ce que ça va affecter le métier pour essayer de penser au-delà de l'interface. Donc on travaille. S'il y a d'autres questions, j'ai cru voir une main. Oui, c'est ça, je suis pas arrivée. Est-ce que ça vous a apporté plus de business de rendre votre site web accessible? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vendu plus de billets parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui vont sur votre site alors qu'avant, ils n'y allaient pas? C'était pas le but, mais effectivement, on peut se dire, si on ne traite pas l'accessibilité numérique, c'est un marché de 10 millions de personnes qu'on ne traite pas. Les utilisateurs en situation de handicap, en fait, c'est juste qu'on les aidait pas auparavant. Donc, soit ils essayaient de se débrouiller en allant à un guichet, soit ils se galéraient, soit ils trouvaient quelqu'un. En fait, sur l'impact global des 5 millions de visiteurs, c'est pas significatif parce que malheureusement, les gens avant essayaient d'y arriver. Donc, du coup, on était quand même traqués ou trouver quelqu'un pour les aider pour faire. Maintenant, le test. Après, on teste aussi. On a changé dans nos démarches. Par exemple, on a un panel utilisateur de personnes en situation de handicap qu'on va régulièrement solliciter aussi pour tester les mises à jour. Donc, on l'a vraiment inscrit dans la démarche pour que ce soit plus facile. Merci. Bonjour. Moi, c'était juste une question par rapport à ce que vous mesurez effectivement dans le design éthique. En fait, j'ai deux questions. C'est déjà comment vous êtes mis une échelle mesurable déjà sur ces éléments-là, parce que pour moi, il y a des choses effectivement qui sont peut-être propres à l'entreprise et qui sont difficilement comparables peut-être à d'autres domaines. Et deuxième question, c'est ça rejoint un peu le côté business, mais pour moi c'est plus l'image de la SNCF. Pour moi, le design éthique, c'est un enjeu d'image aussi. Est-ce que ça, vous le mesurez aussi par rapport à la transformation de ce qu'on a, de l'appréciation de la SNCF? Alors, sur l'image, dans la mesure où, j'ai envie de dire, je l'ai commencé toute seule à mon échelle, c'était vraiment pas la mission. C'était plus des convictions personnelles et de l'équipe, et de se dire, on a une bonne core team pour lancer le truc, et puis on verra après. Après, il y a une direction de développement durable, il y a une direction d'activité, c'est plus ces équipes-là qui vont traiter des sujets d'image, mais on est... pour l'instant, on ne communique pas encore spécifiquement dessus, donc c'est pas... quelque part, si c'est aujourd'hui, vous me direz à la sortie si ça contribue positivement ou pas à l'image que vous avez des SNCF. Mais c'est pas le sujet, en tout cas. C'est pas du tout l'idée de la démarche. L'autre question, oui, sur les indicateurs, les échelles, l'évaluation, c'est vraiment ce qu'on est en train d'expérimenter là. Ce qu'on c'est qu'une fois qu'on aura 5, 6, 7, 8 projets, on pourra dire ce qu'on estime être bien ou pas bien, et probablement que j'espère qu'on va les revoir dans le temps pour aller toujours vers du mieux.
Bonjour. Sur le site WeSNCF, lorsqu'on achète un billet de train maintenant, on a, au moment de l'achat, on nous propose maintenant l'assurance, les bagages, etc. Pour moi, je trouve que c'est justement un peu l'inverse de ce que vous expliquez, une sursollicitation, on est obligé de scroller beaucoup pour passer à la suite. Est-ce que vous avez de l'influence par rapport à ce site également? Comment vous gérez entre les enjeux, j'imagine, business, de faire acheter des suppléments et des assurances et l'éthique et le respect de l'utilisateur? L'idée d'avoir une démarche groupée aussi, c'est de pouvoir influer le maximum et porter aussi la voix du client et de l'utilisateur. Je pense qu'on y arrivera quand on aura vraiment des éléments mesurables et tangibles. Effectivement, on est toujours en train de... Donc, on n'a pas aujourd'hui la main directement sur le site WeSNCF, mais c'est un travail qu'on a, et c'est ce travail de pédagogie qui permet de... Je pense que voilà, la prise de conscience va arriver. C'est sûr, quand il y a un enjeu business très court terme, c'est plus compliqué. Je vais entendre. Après, on travaille beaucoup sur toutes les approches d'A/B testing aussi, qui permettent de mesurer, mais je pense que c'est... J'ai le sentiment que le design éthique, c'est plutôt quelque chose qui se mesure un peu dans la durée et qu'on n'a pas encore assez de recul pour mesurer quantitativement, enfin avec des euros concrètement, l'impact. Est-ce que c'était la dernière question? Bien écoutez, merci. Merci pour toutes ces questions.